Salut à tous, bienvenue dans cette synthèse. C'est en quelque sorte votre fiche de révision ultime pour le bac. L'idée aujourd'hui, on va clarifier ensemble tous ces énormes bouleversements géopolitiques qui ont secoué le monde depuis 1945. Et on va aller droit au but. Pas de superflu. Juste les concepts clés, les dates incontournables et les grands enjeux historiques. Bref, tout ce qu'il vous faut pour maîtriser ce vaste sujet sur le jeu des puissances. Alors, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette image iconique. Regardez bien. On est en avril 1945, sur les rives de l'Elbe, des soldats américains et soviétiques qui se serrent la main tout sourire. C'est littéralement l'illustration du bref espoir de paix juste après la guerre. C'est notre point de départ. Un moment de célébration entre les vainqueurs, juste avant que le monde ne se fracture complètement. Pour comprendre tout ça, on va avancer en 5 grandes étapes. On va revoir le nouvel ordre mondial, le monde bipolaire, la décolonisation, la construction européenne, pour finir sur notre monde multipolaire. Première étape de notre parcours, le nouvel ordre mondial, juste après 1945. Il faut bien s'imaginer qu'après le traumatisme absolument inimaginable de la Seconde Guerre mondiale, il fallait tout repenser. Et le point crucial ici, c'est la création de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, en 1945. L'urgence absolue à ce moment-là, c'était de mettre en place une vraie sécurité collective. On voulait développer la coopération entre les États et surtout maintenir la paix pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus jamais. Donc si on synthétise les enjeux de cette époque, on a un monde en état de choc moral qui place des espoirs immenses dans cette toute nouvelle ONU. Mais attention, cet objectif ultra-optimiste d'une gouvernance mondiale harmonieuse va très vite se heurter à un mur. Le risque, c'est la paralysie pure et simple de l'institution à cause du jeu d'influence des nouvelles superpuissances qui sont en train d'émerger. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième grande partie, le monde bipolaire. Ce fameux espoir de paix universelle, il va vite s'évaporer pour laisser place à une immense confrontation qui va figer les relations internationales de 1947 à 1991. C'est ce qu'on appelle la guerre froide. Concrètement, c'est quoi ? C'est une opposition totale, à la fois idéologique, politique et économique, entre deux géants, les États-Unis et l'URSS. Mais la subtilité, c'est qu'il n'y a pas d'affrontement militaire direct entre eux. C'est littéralement un monde coupé en deux, organisé autour de deux modèles de société qui s'opposent en tout point. Pour bien avoir ça en tête pour vos révisions, il faut séparer les deux camps. D'un côté, on a le bloc de l'Ouest. Il est dirigé par les États-Unis, soutenu financièrement par le plan Marshall et protégé militairement par l'OTAN. De l'autre côté, le bloc de l'Est, mené par l'URSS. Eux, ils ont leur propre système économique, le KM, et leur propre alliance militaire, le pacte de Varsovie. En gros, ce sont deux systèmes complètement hermétiques qui cherchent chacun à dominer le monde. Et là, ce qui est vraiment fascinant, c'est cette célèbre caricature de la crise des missiles de Cuba en 1962. On y voit Kennedy et Khrouchtchev en plein bras de fer. Ils sont littéralement assis sur des missiles nucléaires. Ça résume tout. Ça montre l'intensité folle de la guerre de propagande et surtout l'enjeu terrifiant de la menace atomique. La tension était tellement extrême à ce moment-là qu'ils ont dû créer le fameux téléphone rouge. C'était une ligne directe entre Washington et Moscou pour éviter tout simplement de déclencher l'apocalypse sur un malentendu. Alors, avec ce niveau de danger permanent, une question immense se pose. Comment on fait pour maintenir l'équilibre politique mondial ? Eh bien, le secret, c'est la dissuasion. Comme les deux camps possèdent l'arme nucléaire, une guerre directe signifierait l'anéantissement mutuel. Les rivalités vont donc devoir s'exprimer autrement, de manière indirecte, à travers des conflits locaux ou des guerres par procuration. Pour vos fiches, voici les 4 dates repères à retenir absolument pour cette période. 1947, c'est la rupture, le début de la guerre froide. Ensuite, les affrontements indirects deviennent très vite meurtriers, notamment avec la guerre de Corée de 1950 à 1953. La tension atteint son sommet absolu en 1962 avec cette fameuse crise de Cuba. Et enfin, notez 1975 avec les accords d'Helsinki qui symbolisent une petite période de détente en Europe. Bref, pour résumer les enjeux de ces mondes bipolaires, c'est avant tout une confrontation Est-Ouest basée sur des modèles incompatibles. On assiste à une guerre d'opinion et de propagande constante, et surtout, c'est une succession de crises qui éclatent à un niveau local, mais qui portent systématiquement en elles des conséquences pour la planète entière. Passons maintenant à notre troisième dynamique, qui vient tout bousculer, la décolonisation et le non-alignement. Cette logique implacable du monde coupé en deux va vite se heurter à une nouvelle réalité. Il faut bien comprendre ces deux termes. La décolonisation, c'est le processus historique où un pays met fin à l'occupation par une puissance étrangère. Et le non-alignement, c'est le choix politique fort de refuser de rejoindre le camp des États-Unis ou celui de l'URSS. Des figures historiques, comme Nehru pour l'Inde, se sont battues pour imposer cette troisième voie, totalement indépendante.
Et l'émergence de ce qu'on appelle alors le tiers-monde se fait à une vitesse folle. Regardez ces jalons. Dès 1947, c'est l'indépendance de l'Inde et du Pakistan. En 1955, la conférence de Bandung marque la naissance officielle de ce mouvement des non-alignés sur le plan diplomatique. Et 1962, une autre date clé à bien noter, c'est l'indépendance de l'Algérie. Si on récapitule les enjeux ici, on voit un effondrement ultra rapide des anciens empires coloniaux. Le tiers-monde débarque sur la scène globale et ça remet totalement en cause la rigidité du monde bipolaire qu'on vient de voir. Les relations internationales deviennent d'un coup beaucoup plus complexes parce qu'on a soudainement plein de nouveaux pays qui réclament, à juste titre, leur place à la table des négociations. Quatrième grand thème de notre révision, la construction européenne. Pendant que le monde se divise globalement, l'Europe, elle, essaie de se rassembler localement. L'élément central ici, c'est la création de la CEE, la Communauté économique européenne, actée en 1957 par le traité de Rome. L'idée de départ était brillante de pragmatisme. Il s'agissait de lier les économies des pays européens de façon si étroite que déclencher une nouvelle guerre sur le continent deviendrait tout simplement impossible, tant sur le plan matériel que politique. Les enjeux de cette construction sont donc super stratégiques. Évidemment, le but numéro 1, c'est d'éviter la guerre en bâtissant la paix sur l'économie. Mais l'idée, c'est aussi de permettre à l'Europe de s'affirmer doucement comme une vraie puissance régionale, capable de peser à l'international, tout en naviguant intelligemment au milieu des tensions figées de la guerre froide. Allez, on arrive à notre 5e et dernière grande période, un monde multipolaire de 1989 à nos jours. À partir de là, l'histoire s'emballe littéralement. En 1989, le mur de Berlin tombe, c'est le début de la fin pour le bloc de l'Est. En 1991, c'est l'effondrement complet de l'URSS, mais c'est aussi l'année de la première guerre du Golfe. Et puis on fait un saut en 2001, où les attentats terroristes frappent les États-Unis, ce qui va complètement et tragiquement redessiner la carte mondiale des conflits et des menaces. Pour synthétiser les enjeux de notre époque contemporaine, après la disparition de l'URSS en 1991, on a d'abord cru que les États-Unis allaient rester la seule superpuissance mondiale. Mais cette domination a très vite été contestée. On a vu apparaître de tout nouveaux types de conflits, souvent asymétriques, portés par des réseaux terroristes transnationaux. Et en parallèle, on a évidemment l'affirmation de puissances incontournables aujourd'hui, comme la Chine et d'autres pays émergents. Tout ça nous amène à une réflexion pour conclure. Quand on voit comment l'ordre mondial est passé de 2 blocs ultra rigides à cette multipolarité complexe, mouvante et parfois instable qu'on connaît aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de se demander quelle évolution des polarités géopolitiques le futur nous réserve-t-il ?